Message à la communauté française. En raison de la dégradation de la situation sécuritaire, il est recommandé aux Français qui se trouveraient encore en Afghanistan de quitter le pays dès que possible. Cet email est envoyé le 12 août par le responsable de la sécurité de l'ambassade de Kaboul. Mohamed Bida, commissaire divisionnaire, a connu des postes prestigieux. C'est une photo avec Hillary Clinton quand j'ai assuré sa protection en 1998. Mais alors qu'il lui reste tout juste 2 semaines avant de prendre sa retraite, l'arrivée des talibans va lui faire connaître les heures les plus intenses de sa carrière. La situation a évolué tellement rapidement, je me dis que c'est plus une question de mois, c'est plus une question de semaine, c'est une question de jours, et finalement ça deviendra une question d'heures. Jamais j'aurais pu imaginer vivre ça, et personne d'ailleurs n'aurait pu l'imaginer. Trois jours plus tard, le 15 août. À la surprise générale, Kaboul tombe sans résistance aux mains des talibans. Les fondamentalistes musulmans paradent à bord de véhicules officiels de la police et des soldats de l'armée régulière qui ont fui. À l'ambassade de France, c'est le branle-bas de combat. Le bâtiment est situé dans la zone verte, une enclave hautement sécurisée qui abrite le quartier diplomatique et le palais présidentiel. Depuis 3 jours, les agents qui n'ont pas encore été évacués détruisent tout ce qui pourrait être récupéré et exploité par les talibans. Tout ce qui est format papier, on le brûle, et tout ce qui est informatique, on neutralise les disques durs, etc. Les documents des broyeurs peuvent être récupérés selon les broyeurs. Donc on broie puis on incinère, c'est le plus efficace. Selon les plans prévus de longue date, une équipe va rester sur place pour fermer les lieux. Mais l'ambassadeur de France, David Martinon, doit lui être évacué vers un lieu plus sécurisé. Effectivement, il est temps pour les diplomates de quitter une zone qui va devenir une zone, probablement une zone de guerre. David Martinon doit d'abord rejoindre l'ambassade américaine située à 2 km. Il fait le trajet en voiture, avec une escorte du raid. En sortant, on voit tout de suite que les rues sont désertes. Donc on a la crainte d'un tireur isolé qui serait caché, qui nous engage. Où là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. La circulation est relativement fluide, donc on arrive rapidement chez les Américains. Et là, pour nous, c'est gagné. David Martinon se filme à bord d'un Chinook, l'hélicoptère de l'US Air Force qui doit l'évacuer vers l'aéroport, et publie la vidéo sur Twitter. Je dois informer mes autorités, je dois informer l'OTAN, je dois informer les Américains du fait que je monte dans l'hélicoptère et que je pars à l'aéroport. Je fais un tweet parce que c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour informer tout le monde en même temps. Et à ce moment-là, c'est pratiquement le moment où les talibans entrent dans la zone verte. L'hélicoptère de l'ambassadeur décolle à 18h46. À 18h50, les talibans entrent dans la zone verte et prennent le contrôle du palais présidentiel. L'aéroport est le dernier endroit encore protégé par les Américains. L'ambassadeur de France continue de filmer. Il va s'installer dans les locaux de la société française Thales, dont les employés ont déjà quitté Kaboul, des locaux spartiates. C'est un plan B que nous avions identifié depuis de longs mois. Donc c'est très rustique. Moi j'ai la chance d'avoir une chambre seule, de 2 mètres sur 2. C'est des containers empilés les uns sur les autres, qui sont blindés, mais pas pour tout. Des roquettes n'y résisteraient pas. À l'extérieur, c'est la panique. Des milliers d'Afghans qui cherchent à fuir tentent de pénétrer dans l'aéroport.
il y a des tirs en permanence, des tirs, des détonations d'armes automatiques. Et en fait, c'est parce que les Américains font ce qu'ils peuvent pour contenir la foule qui envahit les pistes. Cette image a fait le tour du monde. Les Américains ont lancé leur premier vol d'évacuation de civils. 640 Afghans ont réussi à s'entasser dans l'immense soute de ce Boeing C-17 de l'US Air Force. Pour ceux qui ne parviennent pas à embarquer, c'est le désespoir. Celui de ceux prêts à mourir en tentant de s'enfuir, plutôt que sous le joug des talibans. Un chaos absolu que les Américains mettront plus de 2 jours à canaliser. Parmi tous les Afghans qui veulent fuir, une information se répand. L'ambassade de France est restée ouverte. Elle est la seule dans ce cas. Une foule commence alors à se masser devant la porte. Au milieu de cette cohue, le franco-afghan Wali Mohammadi. Il était en vacances à Kaboul. Et comme beaucoup, il ne pensait pas voir la situation basculer si vite. On voit des gens arriver, des familles, des enfants, des hauts fonctionnaires, des personnalités, des artistes, un peu tout le monde. Et que représente l'ambassade de France pour tous ces gens-là? Un refuge, un lieu où on peut... l'asile, en fait, le lieu de protection. Là où on peut être protégé des mains des talibans, en fait, des massacres. Mais au fur et à mesure de la journée, la situation se tend. Il est 20h, on a 300, 400 personnes devant les portes. Donc on voit ça à travers les caméras de surveillance. Ils étaient dans un état d'hystérie, presque insurrectionnel. Ils étaient tellement effrayés, terrorisés, qu'ils se jetaient sur ce portail, qu'ils hurlaient, ils se battaient même entre eux pour tenir une place devant. Et à chaque ouverture de ce portail, ça créait un mouvement de foule. Et dès qu'on tentait de fermer le portail, des gens mettaient des bébés devant l'ouverture pour empêcher la fermeture de ce portail, ou passer un membre, un bras, une jambe pour éviter cette fermeture. Donc un portail blindé qui fait plusieurs tonnes. Vous pouvez imaginer ce qui se serait passé. C'était un membre qui aurait été déchiqueté, un enfant qui aurait été écrasé. À 21h30, les fondamentalistes s'approchent de l'ambassade de France. Les talibans sont arrivés vers nous. Alors là, c'était les pires moments de ma vie où tout le monde a très peur. On voit les talibans arriver, leur façon d'échanger ou d'impressionner les gens, ou communiquer, ils arment leurs armes en fait. Voilà. Et ils pointent la foule. Exactement, en fait. Je croyais qu'il allait y avoir un massacre devant l'ambassade. Je pensais qu'ils allaient nous mitrailler tous. On entend des tirs, donc des tirs de rafales, des rafales de Kalachnikov, et des explosions. Donc moi j'appelle l'ambassadeur pour lui faire part de la situation. À ce moment-là, je sais que malheureusement, on se met dans une situation qui va être très difficile. Et je prends la décision, seul, de leur donner l'instruction d'ouvrir le portail, parce que je me rends bien compte que ça peut virer à la catastrophe absolue. Sans savoir si des talibans ou un éventuel kamikaze se cachent parmi la foule, l'ambassade ouvre ses portes. On redoutait une intrusion, effectivement, d'éléments terroristes. Cette foule d'Afghans, inconnus des autorités, est isolée dans l'enceinte de l'ambassade. Ils étaient sur une autre zone hermétique et ça permettait non pas d'aller identifier tous ces gens parce qu'on n'aurait pas été, on n'avait pas la capacité, mais au moins de vraiment circonscrire le risque à un endroit précis. Avec le temps, on va très vite comprendre que parmi ces gens-là, il y a des talibans infiltrés, qu'il y a des personnes qui sont là pour renseigner. On les voit prendre des photos la nuit, on les voit filmer avec leur téléphone, on les voit téléphoner, on les voit dessiner des croquis. Et là, on se dit, heureusement que les zones sont cloisonnées, qu'on arrive à les maintenir à l'écart. Difficile de les faire sortir sans risquer des représailles.
Ils sont gardés sur place, sous étroite surveillance. Dans les heures qui suivent, la vie s'organise au sein de l'ambassade. Entre camping et camp de réfugiés. On se nourrit de rations de survie distribuées par les policiers d'élite du raid. Mais le temps presse, un compte à rebours s'est enclenché. On avait 400 personnes sur les sites et on avait des stocks pour 15 jours, mais pour que 80 personnes. Donc en 24 heures, on aura épuisé tous nos vivres. Il faut évacuer le plus vite possible. Le soir même, une première tentative via un hélicoptère américain échoue. Les Américains, dans la nuit, vers minuit, 1h, ont commencé à faire leur premier vol tactique pour faire du repérage et s'approcher. Et à un moment, ils ont essuyé plusieurs tirs nourris des talibans, ce qui a mis fin à cette première option. Si la voie des airs est bouchée, Mohamed Bida n'envisage qu'une seule autre option, passer par la route. Mais cela impose de briser un tabou. J'avise l'ambassadeur que je souhaite entrer en contact avec les talibans. Il trouve que c'est une excellente idée. Nous sommes obligés de parler avec les talibans puisque nous sommes déjà dans une zone Taleb. Les talibans contrôlent déjà tout Kaboul. Ils ont déjà imposé un cessez-le-feu. Donc si on veut faire une sortie, on ne peut pas la faire de vive force. On est obligé de la négocier. On est obligé même de faire en sorte que si on tente une sortie, elle doit être encadrée par les talibans. Ces images sont tournées par Mohamed Bida lui-même. Il va au contact de plusieurs talibans postés autour de l'ambassade, en cherchant à savoir qui peut les autoriser à sortir. Mais il est pachtoun ou il est tadjik ou... Pachtoun. Pour traduire, il est accompagné du franco-afghan Wali Mohammadi. Il est arrivé quand à Kaboul? Hier. Hier? Oui. L'objectif, c'était de négocier pour pouvoir aller jusqu'à l'aéroport. C'était ça. Ça, il fallait le faire par tous les moyens possibles et imaginables. Du coup, on discute avec eux et on demande à ce qu'ils nous escortent jusqu'à là-bas, qu'ils prennent notre sécurité pour pas qu'on se fasse attaquer sur la route, parce qu'il y avait quand même des femmes et des enfants. Après, j'ai négocié avec un autre taliban qui est venu, et là, je suis tombé sur le taliban, enfin le profil taliban, quoi, c'est-à-dire la barbe noire taillée en pointe. Son sujet à lui, c'est qu'il y avait des femmes dans l'ambassade, des Afghanes, qui étaient présentes dans l'ambassade sans leur mari, et que c'était une situation qui était intolérable et qui allait à l'encontre des valeurs de l'islam. Bon. Il me dit, ces femmes doivent sortir. Donc je lui ai dit, écoutez, à partir du moment où les gens sont rencontrés dans notre ambassade, ils sont sous la protection de l'ambassade de France. Donc ces femmes ne sortiront pas. Mohamed Bida tient bon et persévère dans son idée d'évacuation par la route. Il m'a demandé si je pouvais trouver les moyens de transport. J'ai dit oui. Grâce à mes contacts, j'ai loué. Par ce temps de crise, les gens, c'était compliqué de trouver un seul bus. J'ai trouvé 10 bus, 10 minibus, on va 10 cars, transportant 30 à 35 personnes. Alors que tout semble sur le point de se débloquer, un nouveau personnage menace de tout faire capoter. Face à Mohamed Bida, au commandant Martin et à Wali Mohammadi, le responsable du checkpoint situé devant l'ambassade lance un ultimatum. Le responsable Taleb nous fait comprendre que les bus n'entreront pas si on ne prend pas sa femme, ses enfants, son beau-frère. Il demande à être évacué. Il demande à partir. Il demande à partir avec nous. Avec sa famille. Avec sa famille, avec son beau-frère. Et là? Oui, bien sûr. Si c'est la condition pour que 300 personnes sortent, bien sûr qu'il faut le faire. On est pragmatique dans ces cas-là. Qu'est-ce qui compte? C'est que les vies soient sauvées. Donc on dit aux talibans, laissez-nous passer. On discute avec eux. Au même moment, des avions français pénètrent le ciel afghan. Ils font partie de l'opération Apagan, un gigantesque pont aérien lancé 2 jours plus tôt depuis la France. Les pilotes des gros porteurs sont confrontés à un défi de taille, atterrir sur le sol afghan sans que leurs appareils ne soient pris pour cible par les talibans. On sait que sur ce théâtre, la plus grande menace,
c'est tout ce qui est petit calibre. Donc on sait déjà qu'on va faire un type d'arrivée qu'on appelle grande pente. Donc en fait, ça permet de passer très rapidement d'une haute altitude à une basse altitude sans que personne nous voit. Concrètement, par rapport à un avion de ligne qui effectue un atterrissage standard, nous on va être 3 fois plus pentu. C'est plus discret, on nous entend moins, on nous voit moins loin. Les pilotes doivent atterrir avec des jumelles à vision nocturne. Car au sol, le balisage de la piste est éteint. Moi, ce que je remarque, c'est un chaos sur les côtés avec beaucoup d'objets. Par la suite, on voit que c'est des valises, il y a vraiment un chaos sur toute la piste. Et pour les aiguiller, personne à la tour de contrôle ne coordonne le trafic aérien. Il faut savoir que là, sur Kaboul, la tour de contrôle, c'est simplement de l'information de vol. En fait, on atterrit à nos risques et périls. Et en fait, il n'y a pas de contrôle. Les forces spéciales, une quarantaine d'hommes, sont les premières à poser le pied sur le tarmac. Les militaires français sécurisent la zone en attendant l'arrivée des premiers réfugiés à exfiltrer. Ce mardi soir, ils sont toujours piégés au sein de l'ambassade de France. En fin de journée, l'équipe de sécurité passe enfin à l'action. On déclenche les opérations à partir de 18 h. On commence à regrouper les gens dans le jardin de l'ambassade. Allez, vite, 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 vite! On organise les groupes, on organise les bus. On perd beaucoup de temps, on ne peut pas partir tout de suite. Parce qu'on ne veut pas partir avec des chauffeurs qu'on ne connaît pas, des bus qu'on n'a pas checkés, qu'on n'a pas pu fouiller. Donc tous les chauffeurs un par un, les bus un par un, on les fouille. Dans ces 10 bus, montrons la grande majorité des Afghans, environ 300 personnes. Pour ouvrir la voie, les véhicules diplomatiques. Un minibus et 5 4x4 blindés, avec l'armement le plus lourd positionné dans les véhicules de tête. À bord, les ressortissants français. Mais pas seulement, car le convoi s'apprête à exfiltrer, en toute discrétion, 3 Afghans que les talibans ne doivent découvrir à aucun prix. Ils se cacheront dans ces véhicules. Parmi eux, le général Sediki. Il dirigeait les services de renseignement afghans dans la région de Herat. Compte tenu des fonctions que j'avais occupées auparavant, donc j'avais été en contact direct avec les détenus, les prisonniers. J'étais un visage connu avant par les talibans. J'avais déjà reçu de nombreuses menaces, donc je savais qu'il fallait que j'essaye de sortir du pays pour me sauver tout simplement. À l'abri des regards, il s'installe dans le coffre d'un des 4x4, rempli de black box, les valises des militaires. C'est un véhicule où le coffre n'avait pas de vitre latérale, mais qu'une vitre derrière à la porte pour ouvrir. Donc c'était un endroit où il y avait le moins de visibilité possible. Et on a essayé de mettre les valises d'une façon à ce que si même quelqu'un vient avec une lampe torche, je serais en quelque sorte à l'intérieur de ces black box et il ne pourrait pas me trouver. Et ces 3 Afghans cachés dans les coffres, qu'est-ce qui se passe si les talibans les découvrent? Je pense que déjà, ils vont les tuer net. Il n'y aura pas de jugement. Je pense que leur sort était réglé. Un scénario cauchemar pour le commandant Martin, qui doit composer avec une autre menace. Dans la voiture de tête, sur la banquette arrière, entre lui et Wally l'interprète, le taliban déserteur qui dirigeait le checkpoint devant l'ambassade. Moi, je suis le 3e à droite. Vous êtes assis à côté du taliban? Ouais. Et dans le véhicule en face de moi, j'ai mon fusil d'assaut, des chargeurs, des grenades, tout un tas d'armements, avec quelqu'un à ma gauche qui potentiellement peut présenter un danger, se retourner à tout moment, dégoupiller une grenade, je sais pas. J'ai aucune confiance pour être simple,
Mais on est obligé de faire avec. Le commandant Martin briefe la dizaine de policiers d'élite qui l'accompagnent. Il redoute que l'un de ces hommes, même très expérimenté, ne craque face à une situation d'une extrême tension. J'aurais dit surtout, prenez sur vous. Je sais que c'est compliqué. Si vraiment vous vous sentez menacé, qu'il n'y a vraiment pas d'autre choix, engagez le feu. Mais dites-vous que si vous engagez le feu, c'est la fin. On prend un risque. Prendre cette décision-là avec 300 personnes était une décision lourde, nous l'avons prise. Il est 22h47 heure locale, 20h17 heure de Paris. Le convoi sort de l'ambassade. L'objectif, l'aéroport, est à près de 6 km. La progression des véhicules est suivie en temps réel, depuis le Cantalès, par l'ambassadeur Martinon. Nos voitures sont balisées, donc on voit où elles sont, où elles s'arrêtent. Et puis on a la montre, et on voit combien de temps il se passe. Moi, j'étais de l'autre côté, et c'est vrai que ça a été un moment de très grand inconfort. En sortant de l'ambassade, Mohamed Bida découvre une foule d'Afghans qui, eux aussi, espèrent être évacués. C'est pour nous, ça. Tout ça, c'est pour nous. Incroyable. Des centaines et des centaines de personnes. Oh là 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 là. Devant eux se positionne un pick-up de talibans. Il semble ouvrir la voie comme une voiture pilote. On décide de suivre ce pick-up. Et en fait, on ne sait pas exactement quel est le rôle de ce pick-up et des gens qui sont à bord de ce pick-up. On avait prévu de partir seul, on n'avait pas prévu cette escorte. Et on fait à peu près 400 mètres. Et là, le pick-up s'arrête. Les occupants descendent de ce véhicule. Parallèlement, on se rend compte qu'il y a d'autres pick-up talibans qui sont le long de notre cortège. J'essaye de regarder, malgré les vitres fumées, un peu où sont positionnés les talibans autour du véhicule. J'ai mon sélecteur de tir qui est en position feu. J'ai plusieurs grenades devant moi. On craint un piège, on craint une prise d'otage massive. Tout est possible. Et surtout, on n'a pas d'action possible. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à ce moment-là. On est vraiment entre leurs mains. S'engagent alors des pourparlers surréalistes. L'occupant de ce pick-up, le passager, vient me voir. Et là, il me demande, mais il me dit, mais vous allez où? Ben, je lui dis, mais écoutez, on va à l'aéroport. Elle me dit, mais vous n'avez pas le droit d'aller à l'aéroport, c'est interdit. Il dit, il faut que vous retourniez à l'ambassade. Mohamed Bida qui discute avec eux, mais il ne trouve pas de solution. Il lui demande 200, qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Je suis avec un chemisier, je n'ai rien sur moi. Je n'ai pas de casque de protection. Je n'ai pas de gilet pare-balles. Je descends. Il me demande qu'est-ce qu'il raconte. Ben, il dit les Français seulement peuvent partir, mais pas les Afghans. Il dit non, ce n'est pas possible. 5 minutes après, il change d'avis. Les Afghans peuvent partir, mais pas les Français, parce que les Français, on ne peut pas assurer leur sécurité. Bref, ce genre de choses. Il y avait 2 talibans qui ne voulaient rien savoir. Dans le feu de l'action, Wally prend cet étonnant selfie avec 2 d'entre eux. Avec Mohamed Bida, ils essayent de trouver les arguments qui font mouche. Je leur expliquais qu'en fait, derrière, vous n'avez pas attrapé, je sais pas, un régiment militaire, je ne sais pas, les Américains ou les soldats français. C'est des femmes et des enfants, des familles afghanes. C'est des gens simples. Ils veulent partir de l'Afghanistan. C'est pas en laissant partir 300-400 personnes que l'Afghanistan va s'évider. Il y a des millions de personnes. Si vous voulez gouverner, vous pouvez gouverner sur eux. Et laissez-le partir. Ça ne peut que vous honorer, en fait. Ça ne peut qu'être positif. Les talibans, très procéduriers, veulent l'aval de leur hiérarchie. Ils téléphonent plusieurs fois à leurs supérieurs. Les négociations s'éternisent. La discussion dure près de 30 minutes. Pendant 30 minutes, le convoi est bloqué. Entre-temps, des gens avaient suivi à pied, couraient derrière les bus. Et donc, on avait des bus qui étaient encerclés par cette population. Et là, les gens commencent à escalader le bus, à taper au carreau, essayer de briser les vitres.
forcer les portières pour rentrer. Et ce sont les talibans eux-mêmes qui font la police. Les talibans ont tiré en l'air pour faire un peu peur à la foule. Mais les gens étaient tellement démunis et tellement au bout d'eux-mêmes que ça n'a pas eu d'effet. Ils ont fini par leur mettre des coups de matraque, c'est surtout ça qui les a fait évacuer. Les Français constatent alors que le principal problème des talibans, à ce moment-là, c'est de maintenir un semblant d'ordre dans le chaos qui règne à Kaboul. Et finalement, ce taliban revient, il me dit, bon, si vous allez à l'aéroport militaire, vous devez me déclarer que vous prenez la responsabilité de votre sécurité. Moi, je me suis dit qu'à ça me tienne. Pour moi, le risque principal, c'était de rencontrer des talibans auparavant. Et ces talibans s'inquiétaient maintenant de ma sécurité. Mohamed et Wali doivent enregistrer 2 messages, en anglais et en dari, dans lesquels ils exonèrent les talibans de toute responsabilité. Donc il va transmettre ce message à sa hiérarchie, il transfère le message par WhatsApp, tout simplement. Et il revient, il me dit, c'est bon, vous pouvez partir, c'est validé. Et là, en anglais, il me dit, goodbye, good luck. Il est 23h15, le convoi repart enfin. Alors là, on roule comme des fous, en direction de l'aéroport. Et là, il y avait des barrières anti-camions. Tous les bus passent, sauf le bus, il y a mon frère, ma femme, mes enfants. C'est le bus blindé, minibus blindé de l'ambassade. C'est là qu'il ne passe pas. Il a fallu qu'on fasse demi-tour, encore une fois, et repartir à contresens de la circulation. On croisait tous les pick-up des talibans. Ces talibans qui étaient sur les pick-up nous regardaient médusés parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Les véhicules se feraient un chemin dans Kaboul. Ils vont devoir passer 5 checkpoints comme celui-ci. Dans le coffre du 4x4 où il se cache, en queue de cortège, le général Sediki commence à trouver le temps long. Le collègue du raid qui était au volant, il me signalait les checkpoints. Et moi, je savais qu'il fallait que je me glisse un peu encore pour me cacher parmi les véhicules. À part la petite fenêtre derrière, où je voyais les lumières des 2 côtés de la rue. À part ça, je voyais quasiment rien. Ce sentiment de peur et incertitude était quasi présent sur tout le trajet. Le convoi emprunte finalement la route de Jalalabad, réputée la plus dangereuse. Et à minuit 24, près d'1h40 après le départ, il atteint enfin East Gate, la porte est de l'aéroport. Dès que j'ai l'information qui sont dans la dernière ligne droite, moi je quitte mon QG et je vais sur la porte. Et j'y vais avec le reste de l'escorte du raid. Le portail blindé ne fonctionne plus, les vérins sont déficients, donc il est juste entrebâillé. Et donc nos invités ne vont pouvoir entrer qu'un à un en file indienne. Parce que les Américains, évidemment, filtraient tout le monde, contrôlaient tout le monde et inspectaient tous les bagages. Ce qui était normal. C'est rassurant parce que des militaires américains, anglais, j'en vois partout. Je vois des gros blindés, des hélicoptères de combat qui n'arrêtent pas de tourner. Je me dis, c'est quand même plus sécurisé que l'ambassade de France. On commence à relâcher la pression, on se dit, ah, ça y est, au moins on est en zone verte. Le taliban déserteur est pris en charge par les agents de la DGSE. Les ressortissants français et afghans sont transférés au camp Thalès, où on leur distribue des vivres et où ils sont enregistrés en vue de leur évacuation par avion. L'opération prend fin vers 3h du matin. À ce moment-là, c'est quand même un énorme soulagement, puisque d'abord l'équipe est réunifiée, on n'a plus de point de fixation en arrière et on peut se concentrer sur le reste. Mais ce qu'il reste à faire va s'avérer tout aussi délicat. Les mêmes scènes se répètent jour après jour, jusqu'au départ des derniers occidentaux. Devant les portes de l'aéroport, des milliers de personnes qui espèrent être évacuées. Stay there! Stay there!
Les soldats américains les empêchent désormais d'envahir les pistes. Ceux qui rentrent sont triés sur le volet. C'est la mission, côté français, des commandos parachutistes. Mortimer, des forces spéciales, se souvient d'un chaos inouï. Il y avait des milliers de personnes qui attendaient de rentrer, qui provoquaient des mouvements de foule. Dans ces mouvements de foule, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Il y a eu des épisodes assez effrayants. Jamshid Mohammadi, 21 ans, peut en témoigner. Il fait partie des Afghans qui ont été évacués, car directement menacés par les talibans. Le jeune homme étudiait à l'université américaine de Kaboul et il militait pour promouvoir l'éducation des filles dans son pays. Le voici demandeur d'asile dans un foyer à Mulhouse. Il raconte l'enfer des portes. Nous avons mis 4 jours avant de réussir à rentrer dans l'aéroport. On avançait de 2 ou 3 mètres par heure, tellement il y avait du monde. C'était très difficile d'avoir un sac avec soi, donc je suis parti avec juste mon téléphone et mon passeport, c'est tout. Jamshid a filmé autour de lui. Il fallait suivre les ordres de ceux qui contrôlaient les zones devant les portes. Que ce soit les talibans ou les derniers soldats de l'armée afghane. S'ils disaient de s'asseoir, il fallait s'exécuter, sinon ils n'hésitaient pas à tirer en l'air. Même à côté des enfants. Et ils lançaient des grenades lacrymogènes. Les places dans les avions sont limitées. Qui pourra partir? Qui devra rester? Pour le savoir, les soldats et les policiers français disposent de listes. Celles-ci sont établies à près de 6000 km de là, dans les bureaux du centre de crise du Quai d'Orsay. Nous savons que le temps nous est compté, qu'il faut faire très vite, puisque les forces américaines vont se retirer et qu'ensuite, c'est le saut dans l'inconnu. Donc nous avons à peine 2 semaines. La cellule va recevoir plus de 200 000 appels. Les agents traitent les demandes par ordre de priorité. Tous les cas qui nous étaient signalés de Français étaient systématiquement pris en compte, ainsi que leurs ayants droit. Cela vaut également pour les anciens auxiliaires de l'armée française et les agents de droit local qui n'avaient pas pu être évacués à l'occasion des opérations qui s'étaient déroulées au printemps. S'agissant des personnalités afghanes qui peuvent être en danger, menacées en raison de leur engagement, nous les prenons également autant que possible qu'il est en compte. Mais pour toutes ces opérations, il faut garder à l'esprit le contexte d'insécurité. Les consignes venues de Paris vont être difficiles à appliquer sur le terrain. Les Français, chargés de trier les personnes retenues aux portes de l'aéroport, croulent sous les demandes. Plus on récupérait de gens, plus on en avait à récupérer le lendemain, le surlendemain. Chacun y allait de son message, en donnant une dizaine de noms. Moi, je recevais entre 500 et 600 messages par jour. Pour établir le contact, pas d'autre choix que la porte sud, Abbey Gate, le long d'un canal d'eau usé. Car les Américains ferment progressivement les autres accès. Cette espèce d'égout à ciel ouvert, on leur disait d'aller là, et de là, il fallait qu'eux-mêmes se jettent dans l'égout pour qu'ensuite, de là, ils puissent s'identifier et qu'on puisse les sortir à la main. Alors cette photo, elle est prise au moment où je suis en train d'extraire une femme, avec un de mes collègues qui est à côté de moi, qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui est penché pour récupérer les enfants qui sont, eux, en bas dans l'eau. Et cette photo, elle est prise par un ancien traducteur de l'armée française, qui avait vocation à être évacué également, mais qu'on ne trouvait pas. Il a pris cette photo pour matérialiser l'endroit où il était, pour qu'on puisse venir le chercher par la suite. Car la difficulté, c'est de se retrouver et de s'identifier dans la foule. Il faut transmettre un lieu précis, une description des vêtements, un signe de reconnaissance. Wally, l'interprète,
se souvient d'une famille de 16 personnes qu'il a cherché pendant des heures devant la porte. Je me suis donné beaucoup de mal pour trouver cette famille. Puis j'écris même comme les taxis à la gare, j'ai écrit leur nom, j'y vais devant la porte, il y avait des milliers de personnes. J'ai écrit la famille Ibrahimi, il y a des centaines de personnes, c'est moi. Bah, du coup, c'était l'enfer en fait. Famille Ibrahimi! Quand j'y vais, qu'il y a des centaines de familles, des femmes et des enfants qui disent que c'est moi la famille Ibrahimi, ça brise le cœur. Cette famille est en fait bloquée derrière un barrage de talibans. Les forces spéciales interviennent alors pour les extraire. L'idée, c'est d'arriver avec un trinôme en toute discrétion, d'interagir avec le taliban de sorte à ce qu'il puisse laisser cette famille rejoindre l'aéroport. On arrive à extraire la famille. Là, on se rend compte qu'il y a une 17e personne qui s'est faufilée dans le groupe dans l'espoir d'être évacuée et on le renvoie dans la foule. Les militaires escortent la famille jusqu'au camp Thalès, où ils pourront s'enregistrer sur un vol. Pendant les 12 jours que dure l'opération, ils évacuent 2834 personnes dans des conditions précaires. Le but pour nous, c'était de minimiser le temps au sol. On conserve les moteurs allumés pour pouvoir être en mesure de partir si nécessaire. Les chefs de soute ouvrent la porte et procèdent à l'embarquement des passagers moteurs tournants. En moins de 20 minutes, des centaines de personnes affluent dans la soute de l'appareil qui atteint des records de remplissage. On prenait les femmes et les enfants sur les sièges de chaque côté de l'appareil et ensuite on mettait toutes les personnes qui n'avaient pas de place sur les sièges au sol en ligne et toutes les 50 cm on mettait une deuxième rangée de personnes et ainsi de suite jusqu'à la totalité de la soute. Jamshid, lui, a réussi à embarquer le 25 août avec 2 amis. On a eu de la chance, on fait partie des quelques chanceux. Il se souvient de leurs sentiments sur le tarmac. Vous savez que ce sont les derniers instants dans votre pays et que vous ne reviendrez pas. Donc c'était un moment très difficile. La dernière chose que je voulais faire, c'était emporter un drapeau et un peu de terre afghane avec moi. Mais je n'en ai pas trouvé. Au final, je suis parti les mains vides. Le jeune homme est passé in extremis. Au soir du 25 août, au moment où il décolle, les Français suspendent les opérations de récupération à Abbey Gate. La menace d'un attentat de l'État islamique se précise. On commence à voir des personnes avec des visages qui ne correspondent pas du tout à des personnes réfugiées, plutôt à des combattants. On a un mauvais pressentiment, on se fait la remarque entre nous, on les prend en photo, on trouve vraiment qu'ils ne se fondent pas dans le décor, ils n'ont rien à faire là. Les Américains nous disent qu'ils ont eu accès à la vidéo qu'enregistrent les kamikazes juste avant de se faire détonner, de passer à l'acte. Ça veut dire que le projet terroriste est en phase d'exécution et qu'il reste à peu près c'est dans les 24 heures. Et donc le 25, je réunis toute l'équipe, je leur dis demain vous n'y allez pas. Demain, vous n'allez pas sur les portes. On passe des messages en disant il va y avoir un attentat. On a passé le message plusieurs fois. Mais les gens sont restés. Les gens sont restés dans le canal. Je pense qu'ils étaient là poussés par le désespoir. Mais en même temps, ils pouvaient aussi penser qu'on essayait de se débarrasser d'eux. Le 26 août, en fin d'après-midi, dans le canal, à l'endroit précis où les Français donnaient rendez-vous à ceux qu'ils voulaient exfiltrer, un terroriste se fait exploser. Il tue plus de 170 Afghans et 13 soldats américains qui, malgré le risque, ont reçu l'ordre de rester sur place pour empêcher que l'aéroport ne soit envahi. On entend l'explosion. L'onde de choc a traversé toute la base militaire. Ça tremble d'ailleurs. Nos locaux tremblent. Les talibans se mettent dans une posture défensive et les forces américaines qui gardent le terminal civil à exactement 40 mètres des talibans créent un périmètre durci, évidemment pour éviter toute intrusion. Donc on sait qu'à ce moment-là, c'est fini. Au même moment, un convoi de bus arrive à l'aéroport. Une nouvelle opération préparée par les autorités françaises.
Face au chaos, les 400 personnes reçoivent l'ordre de repartir. Elles ne seront pas évacuées. Une décision difficile, prise au plus haut sommet de l'État. Et à ce moment-là, je me souviens avoir demandé au président de la République qui déjeunait à ce moment-là avec le Premier ministre de l'Irlande. Je lui ai demandé de sortir de la salle où il était pour avoir avec lui un accord comme quoi on demandait aux personnes qui étaient dans les bus de se disperser et qu'ensuite on essayerait de les retrouver d'une manière ou d'une autre pour les faire sortir. Dans l'immédiat, les Français n'ont plus les moyens d'agir. Les Américains s'apprêtent à quitter Kaboul. Il faut partir. Il y a le sentiment qu'on a fait tout ce qu'on a pu, qu'on aurait aimé en faire plus, mais que ce n'était pas possible. La dernière opération est un échec, mais qu'on sentait venir. Et c'est aussi un sentiment de soulagement, parce que ça fait 15 jours qu'on dort 3 heures par nuit. Je vois que les gars sont quand même épuisés, tous, et qu'on est allé au bout du truc, qu'on ne peut pas faire plus. L'ambassadeur, le personnel diplomatique et les policiers prennent l'avant-dernier vol pour allier la base d'Abu Dhabi. Les militaires des forces spéciales sont les derniers à partir. C'est une mission en partie accomplie parce qu'en réalité, il y a encore beaucoup de gens qui sont menacés, qui sont dans le drame, qui sont dans la souffrance. Et non, la mission n'est pas accomplie. Depuis la fin de l'opération à Pagan, le 27 août, d'autres Afghans ont pu être évacués vers la France, mais cette fois au compte-gouttes.